sur des grosses périodes d'entraînement pour la préparer l'UTMB. La plus grosse semaine, je suis monté à 38 heures de course à pied. Ok. Après, avec un peu de vélo, au final, ça m'avait fait... Ma plus grosse semaine faisait 45 heures en tout. Maintenant, c'est devenu la norme d'être présent sur les réseaux sociaux pour refléter une image, montrer qu'on est présent. Et on le voit de plus en plus. En fait, tous les athlètes de maintenant qui sont professionnels ou qui tendent à devenir professionnels ont développé leur réseau, communiquent et essaient de mettre l'accent sur cette communication-là parce que c'est important d'exister pour les marques. Les marques ont besoin de ça, en fait. J'ai jamais calculé parce que je sais que je peux manger en illimité. Ouais, mais je pense que Et justement, ça doit être beaucoup. À mon avis, c'est compliqué pendant les périodes. C'est même dur pour moi dans les périodes de grosses charges d'entraînement là quand je prépare l'UTMB. Je perds tellement de calories à l'entraînement parce que il y a des journées où je t'entraîne plus de 6 heures par jour. En fait, c'est difficile de manger suffisamment pour combler ça. C'est sur une journée, c'est très difficile. En fait, il y a des périodes où là, justement, sur la prépa, j'ai perdu presque 2 kilos alors que je mange en permanence. Je peux pas manger plus parce que sinon ce serait à m'en faire vomir, donc c'est pas l'objectif. Mais j'arrive à ces limites où justement tu faut faire attention. Bonjour à tous et bienvenue dans Fuel and Facts, le podcast qui parle de sport, de science et de nutrition à travers celles et ceux qui le vivent. Avant de commencer, si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à liker ou à commenter. C'est hyper important si vous voulez nous aider à faire progresser le podcast et à inviter toujours des invités aussi passionnants et inspirants. Et justement, aujourd'hui, on reçoit un ultra-trailer que tout le monde connaît. Il a gagné le marathon du Mont-Blanc sur le format 90 km. Et cette semaine, on est à Chamonix pour l'UTMB. Il va courir son premier UTMB. C'est Théo Détienne. Pour les connaisseurs, il a aussi de sacrés triceps. Plus sérieusement, ce qui m'a donné envie d'inviter Théo, c'est déjà que je l'apprécie. Et ensuite, c'est ce contraste un petit peu entre le côté déconnant, nonchalant et le fait que c'est un athlète qui est très bosseur et très investi dans ce qu'il fait. Je ne connais pas encore l'issue de cette UTMB 2025. Quoi qu'il en soit, Théo, quand tu re-regarderas cet épisode, eh bien, je te souhaite le meilleur et j'espère qu'on te verra tous briller. Et en parlant d'ultra, ça tombe bien puisque cet épisode est sponsorisé par Oversteams, qui est aussi le partenaire nutrition de Théo Détienne. Oversteams, c'est une marque française de nutrition sportive qui est pensée pour l'ultra, avec beaucoup de produits, une large gamme de produits comme des boissons d'effort, des compotes, des gels ou des barres énergétiques. J'ai pu tester pas mal de leurs produits ces dernières semaines en entraînement. D'ailleurs, ils ont été partenaires de nutrition sur nos stages Nutritrail qu'on organise chaque année et je trouve que c'est vraiment le bon compromis entre ratio énergétique et le goût. Je trouve d'ailleurs que ces dernières années, la marque fait un super travail pour pouvoir accompagner des sportifs comme Théo et permettre de proposer des produits qui sont vraiment quali au niveau du goût et de la composition. Si vous avez envie de tester leurs produits, avec le code NOUCHKA que je vous mets en description, vous avez une petite réduction sur leur site. Merci à Oversteams de soutenir cet épisode et maintenant, place à l'épisode avec Théo. Salut Théo. Salut. Enchanté. Enchanté, on s'est jamais croisé. Jamais croisé. C'est ravi de t'en rencontrer. Très heureuse de rencontrer le potentiel futur gagnant de l'UTMB. Le mot potentiel est de trop à mon sens. D'accord, le futur gagnant de l'UTMB. Je tolérerai pour aujourd'hui. Ok, si tu gagnes l'UTMB, ce podcast sortira tout de suite après parce que j'aime le buzz. Ah ben ça va me marcher. Hein. Voilà. Non, je suis hyper contente de te recevoir dans ce podcast, qui est un des premiers de mon podcast que j'ai lancé il y a pas longtemps. Alors, on va parler un petit peu de toi, on va parler un petit peu de nutrition forcément, parce que ce podcast est d'ailleurs sponsorisé par Oversteams, qui est ton partenaire nutrition. On va parler un petit peu. Et puis on va parler de ta vie de sportif et d'athlète et d'homme, voilà, avec un grand H. J'espère qu'on va beaucoup parler de moi en tout cas. Non, en tout cas, j'adore parler de moi. On parlera un petit peu de Clem qui court. Allez. Voilà. C'est qui? C'est un petit mec, il est sympa et il habite sur une île, la paumée. Je connais pas. Voilà. Il commence dans le trail. Pour commencer et pour que les gens puissent te connaître un petit peu, je te propose un petit portrait chinois. T'as pas eu les questions avant. Non. Te tracasse pas trop, c'est pas des questions trop compliquées. Okay. Il y a 18 questions exactement. Je te demande si t'étais quelque chose et tu me réponds, voilà. Si j'étais quelque chose, quoi. Je vais te faire la première. Ah d'accord, ok. Si t'étais un sommet ou une montagne, tu serais quoi? Le Canigou. Si t'étais un mot qui te définit. C'est pas facile ça. Hein. Arrogant? Il y a un peu de ça. Un peu de ça? Il y a un peu de ça. Non, je vais dire un autre mot. Ah non, c'est pas facile comme question. Du tac au tac, là. Un peu que je vous ai pas filé avant, j'avoue. Ouais, non, ça c'est pas facile. Audacieux, je dirais. Pas mal. Si t'étais un défaut que t'assumes. Bordélique. Une saison pour courir. L'été. Un muscle du corps humain. Quadriceps. Tu m'as pas fait le triceps? Ouais, parce qu'en fait, tout le monde m'attend à dire triceps. Okay. La dernière fois aussi. Toi, t'es un mec qui aime l'imprévu. C'est l'inverse. Si t'étais un effort, tu serais plutôt du sprint, du seuil, du fractionné ou une sortie longue? Sortie longue. Ton dessert préféré? Le flan. Un produit Oversteams? Beaucoup les gels, j'utilise, donc j'irai les gels quand même. Quel goût? Cola, les coups de fouet. Un lieu où tu te sens à ta place? Les montagnes. Une paire de chaussures de trail?
La Hero V9. Un goût de gel qui n'existe pas et que t'aimerais bien qu'il existe. C'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'au niveau goût des gels, on tourne un peu en rond. Il y a fruit de la passion. Fruit de la passion, je pensais que tu m'aurais dit un truc style Genépi Non. ou fromage. Ça tu vois. passe pas, ça. Rebloche. Ouais. Reblochant. Si t'étais une question existentielle qu'on te pose au 97e kilomètre, Pourquoi je suis là? si t'étais un moment d'une course, tu serais plutôt le départ, le moment difficile au milieu ou l'arrivée? Le moment difficile. Si t'étais une émotion. La joie. Si t'étais un style de musique pendant une sortie longue. Du rock. T'écoutes de la musique en courant? De temps en temps, ouais. Et là, Pas la majorité du temps. pour une course, ouais. Avant la course, je cours sans musique. Ok. Un accessoire running. Lunettes de soleil, indispensable. Une application sur ton téléphone. Insta. Et une course que t'as pas encore faite et que tu rêves de faire. La diagonale des fous. Ah, je dirais l'UTMB, mais on y est presque, tu vois. Donc, Et très bien. c'est presque fait. On te connaît un peu mieux. Ok. La première partie, c'est pour te connaître un petit peu plus. Même si tu l'as peut-être déjà raconté dans plein de podcasts et interviews, on va essayer de parler de choses que tu n'as pas trop encore abordées. Déjà, pour commencer, comment t'es arrivé dans le trail et sportivement, tu viens d'où? Est-ce que tu faisais d'autres trails? Parce que tu es assez jeune au final. Tu fais partie des jeunes trailers. Ça fait combien de temps que tu trails? Ouais, moi, comme je te dis, je suis assez jeune, j'ai 26 ans. J'ai commencé le trail à 19 ans. En fait, quand je suis arrivé à Font-Romeu pour mes études supérieures après le lycée, je suis monté en STAPS à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Et en fait, en arrivant en montagne, j'ai tout de suite découvert tout l'univers et tout ce que ça regroupait. Donc forcément le trail, toutes les autres activités montagne, parapente, etc. Mais en fait, c'est là où j'ai vraiment découvert le trail. Donc c'était en 2018. Enfin, je suis arrivé fin 2016, mais j'ai vraiment commencé à pratiquer courant 2017-18. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Sportivement, je venais de l'athlétisme. J'ai commencé tout petit par l'école d'athlé. J'ai fait les crosses, courses sur route, etc. Après, j'ai fait du triathlon pendant 5 ans. Du lycée et après jusqu'au début de mes études supérieures, et c'est là où en fait j'ai transitionné, ça n'existe pas comme mot, du coup Ouais, on capte, t'inquiète. du coup je suis passé du triathlon au trail, ça s'est fait progressivement Ok. sur le coup de mes 19-20 ans. Ok, t'étais dans la gendarmerie toi? Alors après le STAPS, j'ai passé les concours de gendarmerie pour rentrer dans le secours en montagne. Ouais. C'est pour ça que je suis arrivé dans les Alpes à Chambéry il y a 4 ans, et maintenant depuis je suis en quoi. Ok, ça marche. Tu te décrirais comment aujourd'hui en tant que sportif? Est-ce que t'as l'impression d'être un audacieux, un mec qui est plutôt instinctif dans ce qu'il fait? Est-ce que t'as l'impression que t'es un bosseur plus que les autres? Et est-ce que t'as l'impression que ton image sur les réseaux reflète ce que tu es vraiment en tant que sportif? C'est une bonne question. Non, ouais, l'instinct, ça a une part importante pour moi. Après, le côté travailleur, je bosse beaucoup, je m'entraîne beaucoup, ça, je m'en cache pas. Audacieux et qui ose et qui provoque un petit peu, il y a de ça aussi. Et j'ai perdu le fil de la question. Ouais, est-ce que ton image sur les réseaux reflète vraiment ce que t'es, ou est-ce que t'aimes bien jouer un petit peu de... Non, je dirais que ça reflète vraiment ce que je suis dans la réalité. J'aime déconner, j'aime rigoler, j'aime m'amuser. Si je fais du sport, c'est pour profiter, pour vivre des émotions, transmettre des émotions. Et donc, en fait, ce que je véhicule sur les réseaux, j'essaie que ce soit le plus transparent possible avec ce que je suis en réalité. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu fais partie un peu d'une génération une nouvelle génération de trailers, tu vois. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais un peu différente de, je sais pas, enfin, l'esprit trail, je sais pas si ce mot veut dire quelque chose aujourd'hui, tu vois. Je sais pas ce que t'entends toi par. Si, il y a l'esprit trail, on en parle. Mais je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui arrive où c'est un petit peu plus, c'est pas qu'on se prend moins au sérieux, mais on rigole un petit peu plus et on essaie de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de plaisir et de partage là-dedans, quoi. Ouais, on casse un peu les codes dans le sens où voilà, la discipline en quelques années, surtout post-Covid, ça a beaucoup évolué. On a vu beaucoup de choses arriver d'un seul coup. Et les anciennes générations de coureurs qui prônaient cet esprit trail, qu'on prône aussi, mais de manière différente, ça a évolué, ça change, c'est en train de changer. Parce que justement, il y a ces plus anciennes générations qui passent peu à peu la main. Donc ça évolue dans le bon sens selon moi, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont amenés à pratiquer le trail. Et c'est important de véhiculer des belles valeurs, et les valeurs initiales qu'on est plusieurs à essayer de véhiculer, c'est pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous pousse à venir là, en fait. Ouais, carrément. Le trail, c'est un sport qui est jeune encore, je pense. Toi, tu le vois, je sais pas, tu vois, tu penses qu'on a combien de pourcents du max qu'on peut faire par rapport à d'autres sports qui sont déjà ultra développés? Ça, c'est une bonne question aussi. En fait, moi, à ma petite échelle, parce que j'ai commencé 2018-2019,
j'ai vraiment vu l'évolution entre avant le Covid et après Covid, le gros boom qu'il y a eu. Ouais, les gens se sont mis plus au sport, sont sortis. J'ai l'impression que la discipline a doublé le nombre de participants en quelques années en fait. Ouais. Donc ça allait vraiment vite et je me rends pas compte à quel point en fait tous les gens qui font de la course à pied normalement sur route ou qui sont dans les clubs d'athlétisme ou autres veulent se mettre à pratiquer. Donc en fait, je pense qu'au-delà juste des gens qui habitent en montagne, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le trail, qui habitent pas du tout à la montagne, qui habitent en ville ou même dans des zones reculées où ils sont très loin des montagnes. Donc en fait, le trail, c'est pas uniquement en montagne. En fait, tu peux faire du trail quand tu habites pas en montagne. Donc en fait, ça peut regrouper énormément de coureurs en France parce qu'il n'y a pas de zone géographique particulière. Ouais. Donc en termes de pourcentage, je sais pas. J'ai envie de te dire que comparé à ce qu'on est là maintenant, on est, je sais pas, ça a évolué, ouais. J'ai l'impression qu'on a pris 40% de... Après, c'est un regard qui est particulier. Moi, j'ai pas de chiffres derrière tout ça. C'est le regard que j'en ai quand tu te balades dans Chamonix ou même quand tu vas courir dans les sentiers. Moi, j'habite à Chambéry. Quand tu vas vers Annecy ou tout loin, Savoie, Haute-Savoie, en fait, c'est vraiment montant. Après, c'est le cœur de Ouais. Puis même au niveau des performances, je trouve que tu vois, si je prends la course sur route, je pense qu'on arrive à un plateau de ce qui peut se faire. Tu vois, le record du marathon ne sera pas battu de beaucoup. On passera peut-être tous les 2 heures officiellement, mais voilà. Là où le trail, chaque année, je pense que le record de l'UTMB va encore tomber plusieurs fois, quoi. Ouais, je pense aussi. Peut-être qu'un jour, on courra en dessous 19 ou 18 heures, quoi, carrément. Ouais, on va arriver aux limites un jour, ça c'est sûr, mais il y a encore beaucoup d'évolutions à faire. On voit la course sur route ou que ce soit le cyclisme, le triathlon, c'est des sports qui sont très normés, où il y a beaucoup d'études scientifiques qui amènent, en fait, qui ont fait évoluer le sport. On le voit, le cyclisme, c'est un des sports les plus développés. Et en fait, pour en arriver là dans le trail, il va falloir attendre encore longtemps. Mais moi, j'ai à cœur que ça reste cette discipline insaisissable dans le sens où il y a beaucoup de paramètres que tu peux pas contrôler parce que tu es en nature, t'es dans un environnement sauvage où il y a beaucoup de choses que tu peux pas maîtriser et que tu pourras jamais maîtriser. Que ce soit des valeurs, on voit en athlète ou sur route, il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent au lactate. C'est quelque chose que tu peux très très difficilement transférer sur du trail parce que tu es sujet à plein de variables. Ouais, c'est bien de garder ce côté un peu instinctif de la discipline plutôt que de tout contrôler. Tout à fait. Ouais. Est-ce que dans le trail, tu as des modèles à part Clem qui court? Non, à part Clem, j'ai pas de modèle. Personne, c'est lui qui t'inspire au quotidien. Je pensais à personne d'autre. Avant, t'avais un peu de mal à te lever le matin, non? Ouais, mais c'était vraiment compliqué. Non, plus sérieusement, des athlètes qui ont forcément marqué l'histoire, comme tout le monde, j'ai envie de te dire Kylian Jornet, parce que tout le monde, quand tu penses le trail, si le trail s'en est arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à Kylian, parce que c'est celui qui a fait évoluer la discipline dès le départ. Et c'est une des grandes figures des athlètes complets qui a tout fait. Mais après, des côtés français, t'as évidemment des François Daen, des Aurélien Dunampala, t'en as plein, des très grands athlètes qui ont marqué le sport et qui vont continuer à le faire. Les figures mythiques, on a tous à peu près les mêmes. Après, certaines personnalités attirent plus que d'autres et donnent envie de s'inspirer. Ouais, carrément. T'as fait le choix de t'entraîner seul, ce qui est un peu rare quand t'es un athlète de haut niveau. Pourquoi ce choix, justement? Mais seul, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à courir entre elles, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des coachs ou autres. Donc en fait, j'ai direct été amené à m'entraîner tout seul. J'ai fait des études, donc licence STAPS entraînement sportif, qui m'ont permis de me donner des outils pour structurer mes entraînements, construire des saisons, réfléchir et voir la chose un peu de plus loin avec pour pouvoir construire, avoir des bilans à la fin de chaque saison et autres et évoluer en fait. Moi, ça me permet de me tester, de voir jusqu'où je suis capable d'aller et tout ça. Évidemment, je le conseille pas à tout le monde parce que il y a forcément des moments où ça casse ou je flirter avec les limites. Vraiment bien, tu sens vraiment Voilà. Maintenant, on va bien s'écouter, quoi. J'ai cette chance comme je suis passé par là, j'ai testé mes limites, je sais où sont mes limites, même si évidemment on les repousse et on va toujours flirter avec ça sur le fil. Mais j'ai cette capacité à bien me connaître, même si ça va encore bien évoluer. Et ça t'a jamais donné envie de te faire accompagner par un coach pour peut-être aller plus loin ou peut-être dans le futur, tu vois? Si. On sait pas, aujourd'hui c'est comme ça, mais ça peut peut-être évoluer. Ouais, l'année dernière, comme tu le disais tout à l'heure, j'étais gendarme. Du coup, j'ai démissionné de mon travail pour être 100% professionnel entre elles. Quand j'ai décidé de faire ce choix-là, je me suis dit, là, il y a beaucoup de choses qui vont changer, il faudrait se faire accompagner. J'en ai discuté avec des coachs autour de moi. Au final, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais c'est une bonne chose. Parce que, tu vois, cette saison, ça se passe encore bien. Et je suis content que ça soit pas fait parce que je me suis dit, au final, j'ai encore réussi à évoluer tout seul. Ça veut dire que j'ai encore des choses à explorer et à faire avant de... Il y a peut-être un jour où je viendrai à travailler avec un entraîneur. Ouais, si jamais à un moment tu vois que ça stagne ou quoi, et que tu as peut-être des axes d'amélioration. Pour l'instant, je me rends compte qu'au final, j'arrive encore à évoluer tout seul. Donc,
je sais que ça va bien. Ok, tu t'entraînes c'est quoi ton volume horaire par semaine? Alors ouais, moi comme tu dis, ça c'est important, il y en a, on parle beaucoup nombre de fois par semaine, moi je parle en volume horaire comme toi. C'est parce que c'est beaucoup plus représentatif et au final les heures, même 1 heure de vélo à basse intensité, ça représente quand même 1 heure d'entraînement, il faut pas l'oublier. Sur des grosses périodes d'entraînement pour la préparer l'UTMB, la plus grosse semaine, je suis monté à 38 heures de course à pied. Ok, Après avec un peu de vélo, au final ça m'avait fait, ma plus grosse semaine faisait 45 heures en tout ok, avec le vélo. pas mal. Et après juste course à pied, je tournais en moyenne à 20 heures. Ok, Autour de 20 heures chaque semaine, juste course à pied. Et après le vélo, j'en rajoutais un petit peu. Donc si tu rajoutes le vélo, ouais, ça tournait autour de 25 heures. ok, ça marche. Après, j'ai cette capacité à assimiler beaucoup de volume. Je suis Ouais, bien beaucoup sûr. entraîné. Faut pas que les gens se comparent. C'est ça, il n'y a sur pas des de comparaison. compétitions, Il n'y a pas de comparaison pas ça, quoi. qui sont faisables. C'est-à-dire où ça fait des années que je pratique et où j'ai évolué au fur et à mesure. Il faut garder cette courbe de progressivité. Parce que si d'une année à l'autre, on augmente de plus de 20%, ce qui est déjà beaucoup, la charge d'entraînement sur une année, c'est énorme. Bah, on va droit dans le mur et c'est la blessure assurée, Carrément. clairement. Je crois que tu mets pas tout sur Strava. Non. Est-ce qu'il y a une raison? Ouais, il y a une raison. Quelle est la raison? Avant, je mettais tout sur Strava, je me disais, allez, vas-y. Et en fait, j'ai pris du recul. Je me suis rendu compte que maintenant, on est de plus en plus à utiliser l'application. Et en fait, les gens se comparent de plus en plus les uns aux autres. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle de se dire, bah, moi, j'ai fait plus que toi t'as fait plus que moi. Enfin, je préfère... Entre pros ou tu penses même aux amateurs qui... Non, avec les amateurs. Ouais. Il y a beaucoup d'amateurs qui, maintenant, se disent, bah, lui, il s'entraîne comme ça, moi, je vais faire pareil, alors que c'est pas du tout possible. Et enfin, tu vas pouvoir le faire, mais tu vas le faire 2 mois après, tu seras blessé. Ouais, clairement. Parce que nous, on optimise tout à côté. Donc, non, je mets pas tout parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle-là. Et au final, j'ai envie de garder sur Strava que les sorties avec mes potes ou des trucs, ou une belle sortie où j'aurais fait des belles photos. Parce que c'est une belle boucle qui a du sens, mais mettre mon footing que je vais faire le matin, 50 minutes, j'y vois pas l'intérêt. Et je pense que ça permet de garder du détachement là-dessus. Au final, il faut garder à l'esprit que Strava, c'est un réseau social. Sur Instagram, on met pas tout. C'est vrai. Donc sur Strava, j'ai pas besoin de mettre tout. Vu comme ça, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai, je pense qu'on se compare beaucoup, que ce soit... Mais même les élites entre eux, je pense, ça se regarde un peu, regarde Lotifé. Moi, sur Strava, je suis à peine une trentaine de personnes. Tu vois, c'est mes proches, mes potes ou quelques athlètes, tu vois, mais que je connais. Et en fait, je regarde généralement très peu, enfin j'ouvre très peu Strava pour regarder ce que font les autres, enfin mes potes, voir un peu, de me donner une idée, mais j'aime pas me comparer. Et en fait, avant je me comparais pas du tout, et j'ai remarqué qu'avec l'évolution du temps, enfin dans le temps, j'avais de plus en plus tendance à me comparer. Du coup, pour casser ça et empêcher tout, bah, je le fais pas. Et Instagram? Parce que du coup, il y a Instagram, il y a ce truc sur Instagram. Il y a une bonne course à ça aussi. Bah, on le voit, tout le monde publie. Tu mets une photo de ta sortie, tu mets ton calque de la sortie, machin. C'est intéressant de temps en temps. Ça fait ça peut permettre de parler aux gens. Mais je pense qu'il faut pas que ce soit majoritaire parce que ça engrange après l'escalade. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi l'escalade un peu du truc sur les réseaux. Là, je dérive un peu, mais des gens, tu vois, on voit avec l'ultra trail, genre tout le monde voit l'ultra un peu comme une finalité. Et on va se comparer à lui, il a fait toujours. Au final, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu fais un marathon ou un maratrail, c'est rien. Genre, c'est basique, quoi. Personne te dit bravo et oui, ok, c'est bien, t'as couru 40 minutes, bah, comme tous les gens que t'as autour de toi, quoi. Alors que, bah, faut se dire que c'est quand même. C'est quand même beaucoup, quoi. Il y a cette escalade et je trouve ça dommage parce que justement, on en vient à presque dénigrer des efforts de 40 km alors que c'est énorme. Faut garder à l'esprit que l'ultra trail, c'est pas une finalité en soi. Si on fait pas un 100 miles dans sa vie, on n'a pas raté sa vie. L'essentiel, et c'est important de marquer ce point-là, c'est pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on vient chercher. Ça, chacun y répondra à sa propre manière, mais carrément. Pour moi, c'est l'essentiel. T'as un plan d'entraînement ou tu t'entraînes un peu au jour le jour? J'ai un plan d'entraînement, Que tu te fais toi, quoi. À la semaine, au mois? Moi, je structure à l'année, au départ. Je dresse les grandes lignes de quand je vais devoir m'entraîner beaucoup. Après, tu vois, tu as des moments où je vais être en déplacement, un peu à droite à gauche, donc tu vas pouvoir t'entraîner. Donc, tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir mettre du volume, quand est-ce que tu vas devoir décharger un petit peu. Et du coup, je construis justement mes mois d'entraînement comme ça. Et après, tous les dimanches, ce que je fais généralement, ou même des fois, je le fais sur plusieurs semaines, mais je préfère le faire semaine par semaine, parce qu'en fait, t'évolues en fonction de la fatigue, comment tu te sens, il y a plein de petites choses que tu dois affiner. Moi, je le fais le dimanche, je me planifie ma semaine. Mais après, j'ai des grandes lignes de comment je dois charger dans la semaine. Tu sais, ça marche. La dernière fois, tu m'as dit que ton premier marathon, tu l'avais pas préparé, parce que ça en a fait 2. Et c'était mieux passé que le deuxième. Avec le recul, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça?
Ouais, j'arrive à l'expliquer et c'est assez simple en fait. Le premier marathon, moi je l'avais pas préparé, j'avais fait 2h27. Donc c'était correct par rapport à ce que je suis capable de faire. Et en fait, le deuxième, je l'ai préparé, mais le 90% des grosses séances, j'ai tout fait sur tapis de course, donc en salle de gym. Et en fait, ce que j'avais pas pris en compte comme facteur, c'est que le tapis de course, comme je l'inclinais toujours à 1% pour ajouter de la difficulté, à chaque impact, le tapis, il descend un petit peu. Ok. Donc en fait, c'est beaucoup moins traumatisant Que la route. goudron, ouais. Donc en fait, musculairement, j'ai pas habitué mes muscles à ce traumatisme-là. Et quand je suis arrivé le jour de la course au marathon de Londres, là, en avril, à partir du 25e kilomètre, mes jambes, elles ont dit Ça stop. morflait. Alors que au niveau cardiaque et sensations, j'étais extrêmement bien parce que je m'étais entraîné sur ces allures-là. Mais musculairement, j'étais juste pas prêt. Donc une erreur de débutant. Comme quand tu veux aller préparer un ultra avec du dénivelé, fais du dénivelé, quoi. C'est exactement ça, faut faire de l'excentrique. Mais là, c'était une erreur de débutant. T'as envie d'en refaire un de marathon? J'en ferai un, ouais. Je sais pas si j'en referai un l'année prochaine. J'aimerais bien quand même, parce qu'il y a cette frustration de ne pas être allé chercher le chrono que je voulais, mais ouais. J'ai d'autres. Ouais, ça viendra. Ouais. On est jeunes. T'es jeune encore. T'as moyen d'aller faire un chrono. Parlons un peu des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut être athlète de haut niveau sans forcément être présent sur les réseaux, ou alors ça devient une forme d'obligation? Alors, on peut être athlète professionnel sans utiliser ou surutiliser les réseaux sociaux, mais je pense que maintenant c'est devenu la norme d'être présent sur les réseaux sociaux pour refléter une image, montrer qu'on est présent, et on le voit de plus en plus. En fait, tous les athlètes de maintenant qui sont professionnels ou qui tendent à devenir professionnels ont développé leur réseau, communiquent et essaient de mettre l'accent sur cette communication-là parce que c'est important d'exister pour les marques. Les marques ont besoin de ça en fait. Ouais. C'est une vitrine. Mais même au niveau financier. Au niveau ouais. Pour l'athlète. Oui. Tu vois, aujourd'hui, si t'as pas forcément une grosse communauté et que tu communiques pas, t'es moins rémunéré. Et du coup, moi, je trouve que, alors, c'est une bonne chose, mais peut-être que ça rajoute aussi une charge mentale, tu vois, chez certains qui sont pas forcément, je sais pas comment toi tu le ressens et si t'es très sujet à ça ou pas, mais c'est quand même un double métier, tu vois. Ça te rajoute une autre casquette et plutôt que de te concentrer dans ta course, bah là, tu vois, la semaine de l'UTMB, t'es là avec moi, on fait un podcast, alors que tu pourrais être en train de te reposer. T'as d'autres activations, t'as d'autres trucs. Quelque part, c'est quand même un truc supplémentaire. Et je me demande si quelque part ça n'impacte pas. Ouais, au niveau mental et au niveau énergie mentale, quoi. Je pense clairement que ça impacte, ça c'est une certitude. Comme tu le dis, créateur de contenu sur les réseaux sociaux et athlète, c'est deux métiers. Si tu veux être athlète à 100%, c'est difficile de faire les deux. Ouais. Moi, j'ai la chance que ça me plaît. J'aime communiquer, j'aime créer du contenu dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire que je publie pas tous les jours évidemment, mais j'aime communiquer et en fait ça crée un lien avec les gens qui me suivent, dans le sens où les gens aiment suivre l'actualité, ce que tu fais, un peu tout ça, et puis même, en fait, ça renvoie à une belle image. Enfin, dans tous les cas, moi, ça me plaît. J'ai cette chance-là. Il y en a pour qui ça plaît pas du tout et se sentent pas du tout de se lancer là-dedans. Je pense que c'est important de se faire accompagner. Maintenant, il y a plein de métiers qui tournent autour de la création de contenu, des community managers qui savent gérer tout ça, faire de la captation d'images et autres. Donc, si on n'a pas l'envie de le faire, je pense qu'on peut se faire accompagner. C'est assez simple de nos jours dans la mesure où ça je me délègue ça. Voilà. Carrément. Facile de déléguer. Moi, cette semaine, la semaine de l'UTMB, évidemment, il y a beaucoup de sollicitations. J'ai la chance d'être bien entouré, donc on fait ce qu'il faut pour être aux bons endroits. Sur les réseaux sociaux, je publie ce que je dois publier parce que j'y ai réfléchi un peu à l'avance ou pas, mais en général, j'ai réfléchi. Et le reste du temps, je pourrais pas répondre aux messages, ça c'est sûr. Mais... Ouais. Ok, surtout après une victoire au marathon du Mont Blanc, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est fait bon party. J'ai pu répondre à tout le monde, mais ça a pris un peu. Ah, bravo. Putain, pendant ta petite récup où t'as bouffé. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit t'as bouffé comme un porc pendant une semaine. Ouais, pour toi, c'est plus un plaisir. Enfin, t'as pas l'impression que c'est un poids, quoi, d'être sur les réseaux. Non, il y a certains moments où c'est un poids dans le sens où, enfin, un poids sans lettres où, en fait, quand je vois après des courses, typiquement, voilà, tu parlais du 90 km du Mont Blanc, j'ai reçu énormément de messages. Des milliers en réalité. En fait, ces gens-là, moi je me mets à leur place et je me dis, ces gens-là, ils ont vécu une émotion. Ouais. Et il y en a qui prennent le temps des fois à me faire des longs messages pour m'expliquer des choses. J'ai envie de pouvoir lire tout ça et moi ça me donne de l'énergie, ça me porte, ça me donne de la force pour la suite en fait. C'est le bon côté des réseaux de dire que t'inspires des gens et que... C'est ça. Ouais. En fait, moi je me dis même depuis que je suis gamin, quand tu suis du sport ou quand tu vas voir quelque chose, tu le fais avant tout pour les émotions.
Donc je me dis, j'ai réussi à faire vivre des émotions à ces gens-là. J'ai envie de voir ce qu'ils ont à me dire, tu vois. Et en fait, même dans la rue, quand tu recroises des gens, moi, ça me fait toujours quelque chose et ça c'est m'apporte cool. beaucoup. C'est gratifiant et de te dire que tu as un impact, quoi. Pas que pour toi, mais pour les autres. Ouais, c'est ça. Et puis à tout niveau, parce que je pense que la plupart des gens, en fait, on n'ambitionne pas de gagner une course, tu vois, mais juste de se bouger le cul et de faire les choses à notre niveau. Je pense que c'est chouette. Tout à fait. Ok, on va parler un peu de nutrition maintenant. Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que la nutrition, elle a quelle place pour toi au niveau de l'importance? 1, genre, j'en ai rien à foutre, et 10, c'est hyper important et je fais hyper gaffe. Non, la nutrition, elle a une place très importante. Donc, j'aurais envie de te dire que, à la fois, j'ai envie de te dire que 10, mais à la fois plutôt 6. Parce qu'en fait, la nutrition, je le sais et on le sait tous, c'est une clé qui est essentielle. Surtout dans tous les points de la vie, pour tous les points de la vie que ce soit pour le sport ou pour la vie tout court. Donc ça, j'en ai entièrement conscience, donc j'aurais envie de te dire 10, mais 6 dans le sens où pour moi, la nutrition, c'est avant tout aussi du plaisir. C'est-à-dire que la majorité de l'année, je suis pas en compétition. Ouais. La performance, ça passe, pour être bien dans les jambes, pour moi, ça passe par être bien dans sa tête. Et pour être bien dans ma tête, j'ai besoin de me faire plaisir. J'ai un métabolisme rapide, je prends pas de poids, donc j'ai cette chance de pouvoir manger comme je le veux. Et puis de toute façon, je me dépense beaucoup. Donc manger en quantité, manger en qualité. Et après ça, je me permets des excès à côté, ça c'est sûr, mais parce que j'ai fait le travail initial de manger, d'avoir une bonne base. Et t'as fait gaffe très vite, genre quand t'as commencé la course à pied, le trail, t'as fait gaffe très vite à ça, ou alors c'est venu sur plus tard, parce que tu vois, la nutrition, c'est souvent le truc qu'on optimise après, en mode optimise ton entraînement, ton sommeil, ta récup, et là tu te questionnes sur quel autre point je pourrais améliorer. Et je pense que, tu vois, il y a encore 20-30 ans, sur des courses, sur des marathons, on disait aux gars de pas boire parce que c'était être faible. Ouais. Aujourd'hui, on a fait un gros pas. Je pense que c'est encore le truc qui est pas encore poussé à son maximum par rapport à l'entraînement, où on sait comment s'entraîner. Est-ce que tu t'y es intéressé direct, ou c'est au fur et à mesure, avec la progression, où tu t'es dit, là, je vais un peu plus pousser le truc? Mais je m'y étais intéressé au début dans la mesure où, en fait, comme je faisais les études de STAPS, on avait des cours, qui tournaient autour de ça pour la performance sportive. Donc, j'y ai été sensibilisé dès le début. Il y a eu des périodes où j'étais à fond là-dedans, dans le sens où je faisais vraiment attention à tout. Et en fait, je me sentais moins bien dans ma tête, tout simplement, dans mon corps. Et du coup, j'ai appris justement à trouver le juste milieu entre quand faut faire le job et quand tu peux relâcher un peu plus, tu vois. Et une fois que tu te connais, toi, c'est la base de tout. Une fois que tu te connais, tu sais comment te gérer et tu sais comment être bien naturellement. Ouais, mais tu vois, tu disais un truc où tu as un métabolisme hyper rapide et il faut que tu manges en quantité. Ça, les gens ne captent pas forcément que quand tu fais un sport d'endurance où tu te dépenses beaucoup, bah, en fait, t'as d'autant plus le droit d'avoir ce côté plaisir, et voire même, c'est important et c'est nécessaire si tu veux pas perdre de poids. T'as déjà calculé un peu ton métabolisme et combien de calories tu dépensais par jour? Je l'ai jamais calculé parce que je sais que je peux manger en illimité. Ouais, mais je pense que Et justement, ça doit être beaucoup. C'est compliqué pendant les périodes. C'est même dur pour moi dans les périodes de grosses charges d'entraînement, là, quand je prépare à l'UTMB. Je perds tellement de calories à l'entraînement parce que il y a des journées où je t'entraîne plus de 6 heures par jour. En fait, c'est difficile de manger suffisamment pour combler ça. C'est sur une journée, c'est très difficile. En fait, il y a des périodes où là, justement, sur la prépa, j'ai perdu presque 2 kilos alors que je mange en permanence. Je ne peux pas manger plus parce que sinon, ce serait à m'en faire vomir. Donc, c'est pas l'objectif. Mais j'arrive à ces limites où, justement, tu faut faire attention. Entre l'hiver et l'été, ton poids, il varie beaucoup? L'été, je perds un peu de poids, justement parce que je m'entraîne plus. Ouais, 2 kilos, hein. Et à peu près un peu moins de 2 kilos d'écart. Ok. Ouais, et c'est pas du poids, tu vois, encore une fois, c'est pas du poids que je veux perdre. Ouais, bien sûr. C'est du poids parce que je m'entraîne. T'arrives pas à faire. Et c'est compliqué de perdre. Du coup, en fait, le plus important, enfin, tu me diras si je me trompe, pour moi, c'est de manger en quantité. Et là où je fais vraiment gaffe, c'est la complémentation, enfin, surtout la supplémentation en protéines pour pas détériorer les muscles qui sont. Il y a d'autres choses importantes, mais pour moi, c'est un peu la base de tout. Ouais, moi, c'est toujours ce que je dis, c'est cherche à manger assez en quantité et après en qualité. Alors, je dis pas qu'il faut faire le choix de l'un ou l'autre, c'est toujours bien d'avoir les deux, mais en fait, ce sera toujours plus néfaste de pas manger assez que de pas manger bien, quoi. Tu peux toujours te complémenter. En plus, si tu as une bonne variété dans l'assiette, tu arriveras à avoir tout ce qu'il faut au niveau macro et micronutriments. Mais je suis contente du coup que tu le dises, parce que les gens, tu sais, moi, quand je dis ça sur les réseaux, les gens pètent un câble en mode... voir des sportifs manger du Nutella, boire du Coca et tout, ils comprennent pas, ça va pas dans leur schéma, alors que moi je côtoie des sportifs de haut niveau et je les vois bouffer et boire ce genre de choses, et je pense que c'est ça qui fait qu'ils tiennent et qu'ils pètent pas un câble et qu'ils se blessent pas, tout simplement, parce que tu peux pas forcément combler
autant de calories parce que alors je j'ai pas calculé tes dépenses, mais franchement vu ce que tu me dis, ça doit pas être moins de 5-6 000 par jour. Ah ouais, ouais, je pense. Facile, Ouais. surtout si t'as un métabolisme très rapide, bah vas-y pour combler 5-6 000 par jour en essayant de manger hyper clean quoi. Manger, ouais. Exactement, c'est pour ça que tu vois l'aspect plaisir, il est hyper important voire nécessaire, et je pense pas que l'alimentation ça doit être un truc boring où en fait t'es hyper cadré, hyper clean et tout, parce que je trouve que c'est complètement décalé de l'alimentation dont tu as besoin en tant que sportif. Et je parle même pas forcément de sportif de haut niveau, parce que même un athlète amateur, tu vois, moi je m'entraîne 15-20 heures par semaine, c'est déjà beaucoup en fait. Ouais. C'est déjà des dépenses où tu vas avoir des semaines à 4000 ou 4005 par jour de dépenses. Bah déjà là, il y a des besoins qui sont plus importants. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent juste parce qu'ils essayent de trop bien faire. En plus, quand tu es sportif, c'est là où tu essayes souvent plus de bien manger, et ils se rendent pas forcément compte que ça peut être délétère, quoi. Oui, que ça suffit pas, tout simplement. Exactement. Est-ce que toi, tu sens que dans le monde du haut niveau, justement, il y a cette pression-là de manger bien, de manger clean? Est-ce que tu vois, avec les athlètes que tu côtoies, tu vois que certains, parfois, peut-être sont dans la restriction, se regardent, se comparent? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà constaté, toi? Il y a de la comparaison, ça vient aussi surtout par les réseaux. T'en as beaucoup qui prônent faire attention, peser un peu la nourriture et tout ça. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Et je rentre pas dans ces comparaisons-là, parce que c'est pas mon état d'esprit, tout simplement. Donc, une fois que je décide de pas y rentrer, je reste détaché et tout va bien. Et dans les teams, tu penses que les athlètes sont bien pris en charge par rapport à ça? Nous, chez New Balance, on est hyper bien pris en charge. Tu vois, quand on est regroupé pour des stages d'entraînement ou là, avant les compétitions, on a la chance d'avoir une diététicienne avec le cuistot. Ouais. Et en fait, qui réfléchissent ensemble, ils mettent en place les menus. Donc, tout est bien calibré. Mais il y a justement ces moments de plaisir où tu as les bases qui sont saines. Tu peux te permettre après, par moment, de manger un peu mieux. Après, faut savoir distinguer ces périodes où on disait où tu peux te faire plaisir et après des périodes un peu plus où il faut faire le job. Pour réduire, tu connais mieux que moi ce sujet, mais notamment les inflammations générales du corps, où c'est important de basifier un peu tout ça. Avant les courses, moi j'aime bien 2 semaines avant, basifier un peu, manger plus clean, voilà, éviter l'alcool et tout. c'est ça. Ouais. Okay. Bon là, ça fait un moment que j'ai pas bu d'alcool. La petite bière à l'arrivée, là. Mon samedi, ouais. Mon samedi. Ok, ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est bien de remettre un peu du contexte et de montrer que l'alimentation du sportif de niveau, c'est pas chiant en fait. C'est justement avoir plus de. Il y en a qui les sont, moi je le suis pas en tout cas. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit le bon état d'esprit d'être. Il y a être et durer. Ouais, exactement. Parce qu'on est dans l'instant, mais ouais, c'est vrai. parce que tu seras dans 5 ans, tu vois. C'est bien, c'est carrément ça. À l'effort, toi, tu es plutôt du genre à écouter ton ressenti, ou alors tu te fais ton petit plan de nutrition là pour l'UTMB typiquement. Est-ce que tu sais ce qui marche pour toi, ou est-ce que tu cadres vraiment genre à telle portion de course, je pense à ça? Je cadre avant la course, donc pour donner les grandes lignes, et après j'affine au moment de la course. Ouais, en fonction de ton ressenti. Troubles digestifs, t'es sujet ou pas? Ouais, j'en ai eu quand même. Mais c'était en fait quand je prenais trop de sucre d'un coup. Ok. Maintenant, j'ai appris à ajuster, surtout en fonction de la météo. Moi, c'était le facteur qui me faisait jouer. Quand il fait très chaud. Dès qu'il fait chaud, je sais qu'il faut diminuer les quantités. Ok. Et augmenter l'hydratation. Ouais, carrément. Donc maintenant, c'est les choses que j'arrive à adapter parce que j'ai la sensation et la finesse de le faire au ressenti. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience, donc c'est pas facile. C'est important de cadrer les bases, je pense, et après d'affiner pendant la course. Marathon du Mont Blanc, t'as fait quoi au niveau stratégie nutri? Marathon du Mont Blanc, tu vois, moi on parle beaucoup en grammes par heure. Je partais sur des bases de 90 grammes par heure. Ok. Et j'ai affiné, et il me semble que de mémoire, je sais plus, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'était j'ai tourné autour de 80. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais là, t'as pas eu de troubles digestifs, t'as rien. J'ai rien eu du tout. Tu tournes avec quoi comme produit? Tout. Alors moi, je tourne que avec des gels. Qu'avec des gels et boissons d'effort. Ok. Voilà, gel, boisson d'effort, à chaque fois je repars les 2 flasques. 7 flasques de boisson. Un gel toutes les quoi? Une demi-heure à peu près? 35 minutes. Ouais, 35 minutes. Ouais. Je prends des gels toutes les 35 minutes. Et en fait, plus l'effort avançait, après, en fonction de ce que tu bois au ravito, t'essaies d'affiner, c'est à faire dans l'instant. Et là, l'UTMB, t'as prévu des trucs un peu différents ou tu vas tourner que au gel? Tu vois, gel épuré. Souvent, à partir de 12-15 heures de course, il peut y avoir un peu peut-être ce dégoût du sucre, peut-être l'envie d'autres choses, d'aller plus plaisir. T'as prévu ça ou pas? C'est vrai qu'il y a cette notion de, un peu au bout d'un moment, tu commences à saturer par le sucre à cause des gels. Moi, je casse ça en utilisant les purées. Ouais, il y a les purées salées en plus. Ouais, il y a 2 purées sucrées qui sont abricots, pommes et fraises, je sais plus quoi.
Et après, les purées salées avec au butter qui là permettent de couper vraiment le côté sucré. En fait, dès que tu t'en prends une salée, ça te permet de repartir sur des bases plus saines. Ok. Donc en fait, moi j'ai cadré à peu près les périodes de course où justement je me suis prévu sur des ravitaux, les compotes salées. Ouais. Et maintenant il y aura plus qu'à faire. Hein. Ok, ça marche. Et justement, les produits Eversys, toi t'aides au développement des produits? Ouais. Donc bah on a la chance en fait comme c'est une petite entreprise, on peut échanger très vite. Il y a la nutritionniste qui s'occupe justement de toute cette partie fine où nous on peut lui demander des ajustements sur certains produits. Quand on développe des nouveaux produits, il y a du testing, c'est-à-dire on reçoit les premiers prototypes, on donne notre ressenti, ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'il faudrait changer, la texture, le goût, rajouter tel ou tel élément. On en discute tous ensemble et en fait ça fait évoluer. Et pour un produit final sorti qui est commercialisé, il y a des mois de... En amont, il y a des mois de travail et de feedback sur tout ce qui s'est passé et comment on évolue. Même au niveau du packaging et tout? Ouais. Fait un retour? Ouais. Il faut que ce soit le plus compact possible. C'est ça. En fait, quand on part courir, on emmène du poids. Donc, prendre une compote qui fait 60 grammes, mais où il n'y a que 20 grammes de glucides. C'est pas intéressant. C'est pas rentable. Du coup, faut affiner là-dessus sur ces points-là. Il y a aussi les packaging des gels, tu vois, par exemple, où, sur les anciennes versions, les petits trucs, les gels étaient rigides, donc dans les poches, ça rentrait mal. Ouais. Là, maintenant, c'est des gels souples comme tous les autres. C'est clair, Il y avait des ouvertures que tu peux changer, des goûts. Là, par exemple, pour l'UTMB, moi, j'ai eu des prototypes pour des gels que j'ai demandé, en fait, pour faire pour moi, avec une certaine quantité de tel ou tel élément. Ok. Genre des liquides dedans? Ouais. Ok. C'est toi qui demandes, en gros, ta composition, même pour le glucide et tout? Ouais, eux, ils ont un laboratoire, ils peuvent faire un peu tout ce qu'on veut. Ok, c'est cool, ça. Ouais, en fait, tu peux plus ou moins doser en ça. fonction de ce que... Ouais. Et il y a des produits, en fait, ça permet de faire évoluer les gammes et... Même s'il fait chaud, peut-être mettre plus de sodium, plus de... C'est ça. Ok, intéressant. Tu changes ta nutrie en fonction de s'il fait très chaud. D'ailleurs, j'ai pensé à toi là parce que quand j'ai vu la météo qu'il va faire cette semaine, ça fait 2 mois que tu dis il va faire moche. Ça fait plus d'un an que je le dis. UTMB l'année dernière, je le disais déjà. Ouais, mais c'est toi qui as porté un peu la... Non, mais c'était sûr. Le malheur là. Moi, je crois le cesser sous la pluie, merci. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que tu changes en fonction de quand il fait chaud et froid, que ce soit au niveau hydrique ou... Enfin, c'est chaud au niveau hydrique que je pense ça. Quand il fait chaud, je diminue la quantité de glucides et j'augmente l'hydratation en général. Ouais. Et tu augmentes la quantité de sodium. Après ça, il y a des boissons, la boisson ultra, elle est vraiment très bien dosée. Moi, j'ai encore d'autres prototypes sur des évolutions. Ça, c'est paramètres majeurs que tu peux changer. Ouais. Et au niveau hydrique, tu bois quelle quantité de liquide par heure? Ça représente encore? Ça, t'es sujet au ravito de la course, en fait. Ouais, ça dépend de... En fonction des sections. Ah oui, t'adaptes en fonction de ça, quoi. Bah, t'es obligé de t'adapter. Ouais. En fait, t'as un ravito, admettons, tous les 20 km. Tu pourras jamais boire la même quantité que si t'as un ravito au bout de 20 ou 25. En termes de temps, ça représente pas du tout pareil. Et du coup, moi, des fois, après les ravitaux, j'ai mes 2 flasques et après, je repars avec une flasque à la main. Ok. Qui me permet de boire un peu. Ouais. Ok, ça marche. Et là, on parlait du fait que tu bouffais 80 à 90 grammes de glucides par heure. Est-ce que tu fais un peu de gut training à l'entraînement? D'entraînement intestinal pour ceux qui savent pas trop ce que c'est? À l'entraînement, je reproduis ce que je vais vivre en compétition. Okay. Donc ouais, toutes les séances d'entraînement, les sorties longues que je fais, tu fais exactement tout pareil. Tu fais jamais des entraînements où tu vas consommer plus? Si. Ok. Ouais. Il y a des séances où je vais consommer, surtout sur des intensités un peu plus élevées. Ouais, où tu vas monter un petit peu le grammage de glucides. Ça. Ouais, ça marche. Et faire des séances où genre tu vas t'entraîner directement après le repas ou genre truc fait. Bon, après, c'est parce que des fois, tu manges en refuge, tu repars courir après ou... Ouais, mais tu vois, ça t'aide à améliorer la vidange gastrique, l'absorption intestinale et tout. Ouais, ça entraîne. Ça fait partie de l'entraînement aussi. Carrément. T'as déjà testé des trucs qui n'ont pas du tout marché sur toi au niveau nutrition? Ouais, des quantités, surtout de glucides par heure. Hein. Je me suis cassé les dents plus d'une fois. T'es bloqué vraiment à 80... Enfin, tu sens que t'as un plateau à 90 grammes? Ouais, j'ai l'impression que moi, c'est un peu ma limite... Physiologique, quoi. Ouais, pour l'instant. Après, on verra comme ça évolue. C'est un gros sujet, surtout en ce moment. On a vu qu'il y en a beaucoup d'athlètes qui se sont exprimés là-dessus. C'est-à-dire que on n'est pas... Il n'y a pas la nécessité de consommer autant pour aller aussi bien. T'en as d'autres qui pensent l'inverse, parce que dans le vélo... triathlon ou autre. On l'a vu au Tour de France, là, il consommait 150 grammes de glucides par heure, quoi. Après, on est dans un sport vachement traumatique. Ouais. Il y a des impacts en permanent.
Rien n'est comparable, je pense. Ouais, c'est clair. Faut se faire sa propre expérience. Ok. Et t'as d'autres aliments que t'as déjà consommés qui sont un peu en dehors des compotes, des gels, je sais pas, genre du fromage, du saucisson, des trucs comme ça. Ça t'a jamais donné envie, genre? Bah, j'ai jamais eu l'occasion. En fait, comme je viens des formats courts à la base. C'est vrai, c'est ton premier 100 miles, là? Ouais. Ok. C'est mon premier 100 miles. Donc, en fait, comme je viens des formats plus courts, bah, sur des formats courts, tu prends jamais autre chose que des gels. C'est vrai. Et en fait, j'ai transféré jusque-là. Ok, ça va être intéressant de voir j'ai hâte d'avoir ton retour, là. Là, j'ai hâte d'avoir mon retour aussi. La semaine prochaine, de voir ce qui a marché, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que tu as encore une marge de progression sur ta nutrition ou alors tu penses que tu as vraiment trouvé aujourd'hui ce qui fonctionnait pour toi et que tu l'as optimisé au mieux? Pour l'instant, ce que j'utilise, ça fonctionne. Ouais. Je te dis pas que ça marchera pareil dans 2 ans et que j'aurai pas changé les plans. Donc, Ouais, ça va évoluer avec le temps, ça va évoluer avec mon expérience. Et puis ta stratégie en fonction du format de course aussi, quoi. Ouais. Tu sais ce qui marche en dessous de 10 heures, C'est ça. à voir ce qui marche sur 15, quoi. Ouais, 20, 15, 20. carrément. Tu fais quoi avant tes courses au niveau nutrition? Oh, c'est assez basique. Principalement, je mange du riz et du poulet. Ok. Et tu augmentes un peu tes apports les jours avant? J'essaye d'augmenter un petit peu, ouais. Ok. Il y a Oversteams, notamment, ils font des boissons. À base de malto? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça te permet justement de pas manger 600 grammes de pâtes. De faire des gros volumes. C'est beaucoup plus digeste. Ouais, c'est ça. Ça va bien avec. Pour augmenter les réserves de glycogène, ok. C'est ça. Puis tu diminues les fibres. Ouais. Les 3 jours avant les courses, je mange plus de fruits, plus de légumes. Ok. Café, t'en consommes avant la course? Non, j'évite au maximum. En général, j'en prends pas. J'en prends que pendant la course. T'en prends de la caféine, t'as une stratégie un peu café pendant la course? Ouais. Avec des gels caféinés C'est ça, ouais. ou des gélules ou quoi, ouais. Mais c'est là justement les prototypes que j'ai fait pour l'UTMB, c'est des gels un peu plus chargés en caféine. Et tu les prends à un certain moment, genre plutôt la nuit ou au début de course, il n'y a pas d'intérêt de prendre des gels de caféine parce que t'es encore dans l'euphorie, dans le bon truc. C'est plutôt dans les périodes de down, où tu sais que ça va être plus difficile. À l'air en amont. Tant que ça soit, tu vois. Ouais, oui, ok. Chez Daphine, après, j'ai pas la science exacte. Ok, intéressant. Ta nutrition. T'as autre chose à rajouter sur la nutrition? Bah, en course, c'est assez basique, hein. Enfin, je te dis, c'est des gels et les purées. Ouais, mais c'est vrai, mais on a tous notre strat différente et même au niveau. Chips au vinaigre encore. Ouais. Je sais. On verra si t'en as pas envie. Pour l'instant. Non, mais je connais, pour pas citer certains athlètes de haut niveau, j'en connais qui bouffent des sushis, tu vois. Oui. Du genre. Non, mais c'est vrai. Là, sur l'UTMB, pour l'instant, je pense que j'arriverai à faire ça. Ok. On verra bien le vendredi. Hein. Ça roule. Ok, top. Quand on parle de performance, il y a aussi un peu des zones grises dans le sport. Je sais que toi, t'aimes bien en parler un petit peu sur les réseaux. Alors, je pense au dopage, mais un peu aux pratiques un peu plus acceptées, comme la prise d'anti-inflammatoires. J'ai vu un truc passer sur Facebook, d'ailleurs, il y a source Facebook. Non, mais il y a vraiment une source scientifique en source Facebook. J'ai vu un truc passer. Alors, je sais pas si t'en entends parler, mais apparemment, sur les échantillons qu'ils ont relevés sur l'UTMB 2023, il y a genre un athlète sur 2 où il y avait des traces d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, voire de cocaïne dans l'urine, quoi. J'avais vu passer ça aussi. C'était l'UTMB qui avait réalisé cette étude. Ouais, donc c'est un vrai truc. Oui, c'est un vrai truc. J'ai vu ça il y a 2 jours. Non, c'est l'UTMB qui avait fait ça avec des étudiants, je sais plus quoi. Bon, j'ai plus les détails. Mais j'avais vu passer ça. Ils les avaient pas relevés sur les toilettes directement, je crois. Si. Ouais, et sur les trucs communs, je crois. Bon, bref, j'ai plus tous les détails, vous irez vous renseigner. J'ai pas très l'étude. Mais j'avais vu ça et en fait, c'est quelque chose qui est vachement démocratisé, surtout au-delà de l'aspect performance. Enfin, dans la majorité des coureurs du peloton, qui juste pour aller finir la course vont prendre le petit cachet, le Doliprane ou quoi. Mais pourtant, est-ce que tu penses que tout le monde est vraiment alerté sur les risques de prendre ça? Parce que on sait que les anti-inflammatoires, ça te nique quand même ça te défonce quand même, le système digestif et les reins, tu vois, avec la déshydratation. Tu penses que, est-ce qu'on est assez alerté là-dessus ou pas? C'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant parce que les dernières années, il y a eu quelques polémiques là-dessus. Mais à mon sens, c'est pas encore assez sensibilisé, notamment dans les clubs, les centres d'entraînement ou... Je pense que t'as beaucoup de sportifs qui sortent pas. En fait, on n'y est juste pas sensibilisé. Et c'est ce manque de sensibilisation qui peut amener justement des problèmes de santé. On a vu des athlètes aussi partager leurs plans où il y avait des... Ouais, il y a eu de ça aussi. Sur la stratégie nutrition, ça avait... Selon les pays et autres, on a vraiment pas tous les mêmes cultures. Tu vois aux États-Unis ce qui se fait... on se rend compte qu'en fait en France on est des bisounours un peu. Pour rappel, pour ceux qui écoutent et qui ont pas suivi, il y avait des athlètes qui sur leur plan de nutrition ont mis tel ravito, je prends un Doliprane, un truc. Ouais. Voilà. Mais c'est con parce que tu vois, les athlètes amateurs vont venir
parfois se comparer, essayer de copier, de reproduire. Déjà que la stratégie de nutrition, c'est faut pas forcément recopier ce que fait un athlète élite. Et en plus, ça véhicule pas forcément une bonne image, quoi. Non, ça véhicule pas une bonne image. Et puis surtout, au-delà de l'aspect performance, le plus important, c'est la santé. Ouais. Et on sait pertinemment que Mais c'est intéressant de. Moi, il y a une question que je me pose beaucoup en ce moment, c'est est-ce que finalement où est la limite quand tu fais du sport de haut niveau avec la santé? Est-ce que les deux sont vraiment compatibles et à quel moment il y a un point de rupture? J'ai pas la réponse encore à la question, je t'avoue. Est-ce que tu peux vraiment être sportif de très haut niveau et être en très bonne santé sur le long terme, tu vois? Ouais. Et puis le niveau de performance augmentant de plus en plus, vu qu'on cherche toujours le petit truc, tu vois, c'est ce qu'on disait. D'où la question du dopage aussi, pour chercher toujours à augmenter les performances. À quel moment, en fait, tu mets ta performance en jeu au point de ruiner ta santé, Ouais. tu vois. Mais à mon sens, l'ultra-distance, l'ultra-trail, c'est pas du sport santé, ou dans la mesure où le corps il est pas fait pour courir plus de 20 heures à haute intensité. C'est hyper traumatique, c'est hyper stressant, c'est hyper inflammatoire pour l'ensemble du corps. Donc on n'est évidemment pas dans le sport santé. Après, être éduré, tu vois, faire une carrière, combien d'années tu vas le faire vraiment dans ta vie? Ouais, est-ce que tu Là, on voit des veux athlètes. durer ou être une étoile filante, quoi. C'est ça. Il y a des athlètes qui durent très longtemps dans leur carrière. On voit avec un Ludo, ouais. Parce qu'il a commencé plus tard aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas comparable ou quand tu vois des athlètes comme moi ou autres, où j'ai commencé à courir à 6 ans. Ludo, il a commencé beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que sa carrière, elle dure plus longtemps. Donc l'aspect santé dans le trail de haut niveau, enfin dans le sport de haut niveau en général, ça dépend des sports. En tout cas pour l'ultra trail, niveau santé, je pense que c'est pas au top non plus. Ouais, je trouve que c'est un débat intéressant, ça, tu vois. Après, où placer, là pour revenir à ce qu'on disait, où placer un peu la limite entre, enfin, est-ce que finalement on devrait pas interdire aussi ce genre de trucs en compétition, quoi, si on veut vraiment faire un bond sur la préservation de la santé des athlètes. Enfin, je pense que potentiellement dans les années à venir, on se posera quand même la question de si ça doit pas être interdit, pour pas qu'il y ait des dérives à outrance, quoi. Ce sera aux instances d'en décider. Ouais, carrément. Et est-ce que tu trouves, toi, que le discours autour de la performance, il manque parfois d'honnêteté dans le trail, là? Je veux dire, on n'entend pas beaucoup Enfin, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de cas de dopage, quand même, par rapport à d'autres disciplines, comme dans l'athlé. Est-ce que tu penses qu'on se dope moins dans le trail, ou juste c'est moins bien contrôlé? Est-ce qu'on se dope moins que dans les autres sports? On est quand même un sport, quand tu compares au cyclisme, le cyclisme, ou le triathlon, ou l'athlétisme, le marathon, course sur route. On est des sports moins évolués, il y a moins de pratiquants professionnels. Donc, te dire qu'on se dope moins statistiquement, forcément, comme on est moins, il y a moins de dopage. En termes de pourcentage, est-ce qu'il y a moins d'athlètes qui se dopent? J'en sais rien. Comme tu dis, les athlètes qui tombent pour dopage, il y en a très très peu. Dans les dernières années, entre elles, il y en a. Ouais, c'est ça, en fait. Alors que dans l'athlé, on en entend quasiment. Ouais, chaque semaine en athlé. Donc, après, c'est des sports qui n'ont pas le même état d'esprit pour l'instant. Le trail évolue beaucoup, il y a de plus en plus d'argent. On sait que l'argent a forcément clairement son lot de gens qui vont venir en profiter. T'es contrôlé régulièrement, toi? Je suis contrôlé, je suis pas sur le programme Adams, c'est-à-dire je dois pas rentrer de localisation ou autre, mais je suis contrôlé à chaque compétition quasiment. Ok, mais on vient pas chez toi. J'ai déjà été contrôlé chez moi, mais je fais pas partie des groupes cibles, donc. Ok. Même depuis que t'as gagné le marathon de Mont-Blanc? Non. Peut-être si tu gagnes l'UTMB. Ça marche. On va passer aux petites questions flash. C'est un peu comme le portrait chinois, tu verras, c'est pas très compliqué. Tu réponds un peu du tac au tac et sans réfléchir. Ça marche? Il y a pas de questions. C'est parti. C'est parti. Tu préfères courir avec des skis de fond ou des patins à glace? Patins à glace. Montée ou descente? Descente. Casquette ou bob? Casquette. Ta peur numéro 1 en course? Exploser. Le ravito parfait en 3 aliments? Gel, coca, flasque. C'est des aliments? Ouais. Boisson ISO, ouais. Enfin, flasque avec si tu bouffes ta flasque, Si tu devais manger un seul aliment à vie? Ouf, ça c'est pas facile. Pommes de terre. Pommes de terre? Ouais, j'adore, tu peux faire plein de choses avec les patates. Oui, c'est vrai. Mais si tu manges que ça? Tu fais plein de trucs. Des frites. Oui, c'est pas faux. Des pommes de terre au four, de la purée. Au vapeur, purée. Ok. Pendant une course, tu préfères faire 10 km en moonwalk ou 5 km avec un micro qui commente tout ce que tu penses? Moonwalk. Est-ce que tu pourrais faire un ultra sans montre? Oui.
Quel sport t'aurais aimé faire si t'étais pas trailer? Je suis quand même bien branché sport de combat, j'aime bien, donc j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, donc ouais, sport de combat. Ok. Courir seul ou en groupe? Seul. Si t'étais obligé de courir en déguisement, tu choisirais quoi comme déguisement? Dinosaure. Footing sous la pluie ou en pleine canicule? Sous la pluie. Un truc que t'as toujours dans ton sac de trail. J'ai jamais rien quand je cours, donc juste des flasques. Ton repas préféré? Mon repas préféré. C'est pas facile ça. En vrai, j'aime bien rougail saucisse, mais jamais été à la Réunion, donc je sais pas si ça compte. Ouais, on peut dire ça. Le moment sportif où t'as été le plus fier de toi? Mon arrivée aux 90 km du Mont Blanc cette année. Un rituel d'avant-course? Des petits étirements. Tu dors combien d'heures par nuit? 8, 9. Tu fais des siestes? Des fois, ouais. Bonus, ça. Ouais. Tu préfères 5 heures de course avec des ampoules ou 20 km avec une chanson nulle en boucle? 20 km avec une chanson nulle. Un défi que t'aimerais relever hors trail? Faire le tour du monde. À la voile. Clément, il a dit exactement la même chose, mec. C'est vrai? Je te jure. C'est vrai? Improbable. Tire avec lui. Et enfin, question ultime, est-ce que la vie est dure? Non, pas la mienne. Je te jure qu'il a dit la même chose. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, la même chose. Il a Mais dit connais. faire le tour du monde, mais de façon verte. Genre avec un bateau à bois, Ouais. tes pieds, voilà. Trop marrant. Ok, j'ai encore quelques petites questions. Quand tu regardes un peu ton parcours, que tu regardes derrière toi, c'est quoi un peu ta plus grande fierté dans ta vie de sportif? Et quelque chose que tu peux aujourd'hui appliquer dans ta vie de tous les jours? Que je peux appliquer dans ma vie de tous les jours. Mm. Je pense que c'est cette capacité de résilience et d'adaptation. Fait que moi, je garde ce maître mot, l'adaptation, elle est importante en trail, dans le sport. Et en fait, c'est transférable pour tous les paramètres dans la vie, tu vois. Ouais. Peu importe où tu vas, je pense que c'est capable de pouvoir... Enfin, il faut qu'on soit capable de s'adapter, peu importe où on est. Parce que dans tous les cas, on est sujet à l'environnement extérieur. Ouais, je suis d'accord. Si tu devais résumer ta vision du sport en une phrase? Pas facile non plus. Hein. Non, ma vision du sport, c'est en une phrase, c'est savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on vient chercher. Tu sais toi aujourd'hui? T'es pas obligé de me dire, hein, mais juste savoir Ouais. si t'as la réponse, ouais. Tu l'as toujours eu ou pas? Non. Et est-ce que ça évolue? Je trouve que cette question-là, t'as raison, elle peut évoluer aussi au fur et à mesure. Ouais, ça évolue, je pense. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton premier UTMB, dis-moi? De finir la course. De finir la course? Finir la course, passer un bon moment. J'allais dire ne pas souffrir, mais c'est pas possible. Tu vas souffrir. Donc non, ouais, finir la course, être content de moi à l'arrivée. Et peu importe le résultat, faut garder l'esprit que C'est cool d'être être sous l'arche de départ d'un UTMB, c'est quelque chose. Dans une vie, il n'y en aura pas 100. La première fois, faut en profiter. Parce que il y en aura plein d'autres. Donc ouais, non, faire une course. Faire une course pleine de manière heureuse, tu vois. Ouais. Peu importe le résultat, et arriver à Cham, Ok. sain et sauf. Je pensais que t'allais me dire gagner, coûte que coûte. Non, le premier, là, gagner, si ça vient cette année, c'est tant mieux. On se le Ça fait, vient une autre ouais. année, mais finir la course, c'est déjà important. Faut garder à l'esprit que faire le tour du Mont Blanc, 170 bornes, 10 000 C'est ouf, hein. dénivelés, C'est pas rien. que tu finisses dernier en 46h30 ou premier en 20h, Faux. c'est un truc de dingue. Ouais. Et on a tendance à le banaliser. En fait, c'est une randonnée, normalement, les gens, ils la font en 10 jours. Ouais, c'est clair. Nous, on va le faire en à peine 2. C'est clair. Donc non, gagner, savoir, je vais aller chercher de l'expérience et la découverte. Ok, J'ai bien le temps de gagner la course. ça marche. Je vais Et là, courir. j'ai une question un peu bonus pour toi Allez, qu'on mettra à l'écran. j'ai peur. Oula, frère. Bonjour Théo, petite question pour toi. J'ai passé 3 jours avec toi et t'as mangé que de la merde, on peut se le dire. Croziflette, Nutella, raclette. Dis-nous un peu, on a le droit de manger de la merde comme ça 2 semaines avant une course? Il a pris des photos en plus. Elle a pris des photos. Ah, il m'a taclé. Alors? Non, en vrai, on peut. Mais il faut savoir s'arrêter à temps. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des périodes où on peut profiter, des périodes où il faut faire un peu plus de job. Là, la semaine avant l'UTMB, évidemment, il n'y a pas de raclette, il n'y a pas de tartiflette, il n'y a pas de Nutella. Mais en amont, ouais, on se prive pas.
Ok, trop bien. Et ben merci Théo pour ton temps précieux. Merci à Merci toi. d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à Overteams d'avoir sponsorisé cet épisode. Je te souhaite vraiment le meilleur pour cette UTMB, que tu prennes du plaisir. En tout cas, nous, on a tous hâte de suivre ça, je pense. T'as une grosse commu derrière toi, pas mal de gens qui te kiffent très fort. Je pense que ça va te porter aussi pendant la course. Et puis merci encore à Fresh Touch. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou sur les sentiers. Ciao. Ciao.